Les lois sont-elles des restrictions de liberté? En apparence, les lois restreignent effectivement notre liberté puisque elles nous empêchent de faire certaines choses. Elles diminuent apparemment le nombre de nos possibilités. Si la liberté est définie comme la possibilité de faire ce que l'on veut, elle diminue donc notre liberté. Mais la situation n'est pas si simple comme on va le voir en étudiant le second traité du gouvernement civil de John Locke. Sachez d'ailleurs que vous écoutez actuellement le 3e podcast d'une série de podcasts consacrés à cet ouvrage, et je vais m'appuyer un petit peu sur ce qui a été vu dans le podcast précédent. Locke, comme vous allez le voir, va défendre la thèse suivant laquelle les bonnes lois, les lois justes, ne sont pas une restriction de liberté, mais plutôt une augmentation de notre liberté, pour plusieurs raisons. Avant de parler de Locke, néanmoins, je vais vous présenter la conception qu'on trouve chez Hobbes. Hobbes est aussi un philosophe politique anglais. Son ouvrage principal, Le Léviathan, est paru 40 ans avant le second traité sur le gouvernement civil de John Locke, c'est-à-dire en 1650. Le traité de Locke, c'est en 1690. D'après Hobbes, les lois sont des restrictions de liberté, dont la fonction principale est de nous faire gagner en sécurité. Donc de ce point de vue, Hobbes défend une conception très intuitive, et donc nous passerons par sa conception avant d'étudier celle de Locke qui forme un contraste intéressant avec elle. Commençons donc par Hobbes. Si vous ne connaissez pas du tout cet auteur, vous pouvez éventuellement vous référer aux 6 vidéos concernant sa philosophie qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, Le Décodeur Philosophique. Dans le Léviathan de Hobbes, au chapitre 13, on a toute une description des principales causes de conflits entre les êtres humains. Ensuite, une pensée de l'État, notamment au chapitre 17. L'État est analysé comme un moyen de pacifier les rapports entre êtres humains. Il peut donc remédier dans une certaine mesure au conflit. Et un peu plus loin, au chapitre 21, Hobbes envisage la question de la liberté en se demandant quel est le lien exact entre l'appartenance à un État, donc l'obéissance à des lois, et la liberté. Le trajet global est le suivant. Il part d'abord d'une conception de la liberté qui s'applique non pas seulement aux êtres humains, mais à toute chose qui est capable d'être en mouvement. On va voir que la liberté est initialement envisagée comme l'absence d'obstacles au mouvement. Ensuite, il en vient à des formes de liberté qui sont davantage propres aux êtres humains. C'est notamment le fait de ne pas être empêché de faire quelque chose, ce qui ne désigne pas simplement un obstacle physique immédiat. Ça peut être aussi une loi qui m'interdit de faire quelque chose. Et l'on arrivera à l'idée assez simple que le niveau de liberté dans une société dépend du niveau de loi. Plus il y a de choses interdites et plus la liberté est restreinte par définition. Commençons donc avec le sens initial du concept de liberté. Il signifie proprement l'absence d'opposition, et par opposition, j'entends les obstacles extérieurs au mouvement. Il est à noter ici que Hobbes considère que les deux mots anglais liberty et freedom sont équivalents. Donc ces deux mots peuvent être appliqués aussi bien aux créatures sans raison et inanimées qu'aux créatures rationnelles ou raisonnables, car quelle que soit la chose qui est si liée, si entourée qu'elle ne peut pas se mouvoir, sinon à l'intérieur d'un certain espace, lequel espace est déterminé par l'opposition de quelques corps extérieurs, nous disons que cette chose n'a pas la liberté d'aller plus loin. Vous voyez qu'ici, Hobbes nous propose une conception vraiment spatiale de la liberté. La liberté, c'est le fait de pouvoir se mouvoir, de ne pas rencontrer d'obstacles physiques dans son mouvement. Vous savez peut-être qu'en physique, on parle d'une chute libre pour dire une chute qui ne rencontre aucun obstacle. Hobbes prend d'ailleurs juste après l'exemple de l'eau. Je cite encore ce chapitre 21. Il en est ainsi des créatures vivantes alors qu'elles sont emprisonnées ou retenues par des murs ou des chaînes, et l'eau alors qu'elle est contenue par des rives ou par des récipients, qui autrement se répandraient dans un espace plus grand. Nous avons coutume de dire que toutes ces choses ne sont pas en liberté de se mouvoir de la manière dont elles le feraient sans ces obstacles extérieurs. Voilà pour ce que Hobbes appelle le sens propre, qui est le sens spatial du terme liberté. Ensuite, Hobbes passe à la question de la liberté humaine et il va essayer de maintenir au maximum une identité entre la liberté humaine et la liberté de mouvement qui vient d'être définie. Je cite,
Selon le sens propre et généralement reçu du mot, un homme libre est celui qui, pour ces choses qu'il est capable de faire par sa force et par son intelligence, n'est pas empêché de faire ce qu'il a la volonté de faire. Ne pas être empêché de faire, c'est quelque chose comme une liberté de mouvement, même si cela peut s'appliquer à des actes comme une prise de parole ou une publication que l'on ne va pas nécessairement décrire en termes d'un mouvement comme en physique. Ce qui va ensuite intéresser Hobbes, c'est la liberté que nous avons en tant que citoyens, une fois que le pacte social est passé, une fois que nous avons décidé que nous serions représentés par un pouvoir souverain. Ce contrat fondateur est conçu par Hobbes comme une limitation de notre liberté. Ici, nécessairement, le sens du terme change un peu, puisque quand on va se demander où se trouve la liberté du citoyen, on va plus se demander qu'est-ce qu'il est capable de faire sans en être empêché, mais plutôt qu'est-ce qu'il a le droit de faire sans être puni s'il le fait. Il y a bien un empêchement, mais ce n'est pas un empêchement direct. Il est possible de voler, par exemple, mais c'est interdit. Donc, il est possible que dans certaines situations, je puisse effectivement voler, prendre une pomme chez le marchand et courir. Il est possible que personne ne m'en empêche sur le coup. Néanmoins, cela ne fait pas partie de la liberté du citoyen puisque c'est interdit. On a l'impression ici que je dis des évidences, mais il faut comprendre qu'on a malgré tout deux concepts différents de liberté en jeu. Soit l'absence d'entrave au sens de l'absence d'opposition physique, comme par exemple un gendarme qui me prend la main et qui dit « non, vous ne prendrez pas cette pomme », ou alors l'absence d'interdiction, l'absence de loi qui s'oppose à ce que je vais faire. Dans ce cas, personne sur le moment ne m'empêche de voler, mais cela ne faisait pas partie malgré tout de ma liberté puisque c'était interdit. D'où une très célèbre théorie de Hobbes qui est très simple en même temps, consistant à dire que la liberté se situe dans le silence de la loi, je cite, « La liberté d'un sujet ou d'un citoyen ne se trouve que dans ces choses que le souverain, en réglant les actions des hommes, a passées sous silence, comme par exemple la liberté d'acheter, de vendre ou de passer d'autres contrats les uns avec les autres. De choisir leur domicile personnel, leur alimentation personnelle, leur métier personnel, et d'éduquer leurs enfants comme ils le jugent bon, et ainsi de suite. » Bon, à vrai dire, dans les exemples qu'il donne ici, on pourrait faire quelques objections puisque il est tout à fait possible que le souverain, par exemple, m'interdise d'éduquer mes enfants d'une certaine manière. C'est un sujet qui d'ailleurs toujours actuellement est assez polémique, mais si il existe une école obligatoire, alors de fait, il y a une perte de liberté concernant la manière d'éduquer mes enfants comme je le souhaite. Mais ici, cette discussion sur les exemples ne remet pas de toute façon en cause la thèse générale suivant laquelle la liberté du citoyen se trouve dans le silence de la loi. Toujours à propos de cette liberté comme dépendant du silence de la loi, je cite une autre phrase du chapitre 21 du Léviathan. Dans les cas où le souverain n'a prescrit aucune règle, le sujet a alors la liberté de faire ou de s'abstenir, cela à sa propre discrétion. Par conséquent, une telle liberté est plus importante en certains lieux, moins importante en d'autres, plus importante à certains moments, moins importante à d'autres moments, selon ce que ceux qui possèdent la souveraineté jugeront le plus opportun. Et il donne un exemple, si quelqu'un s'est introduit sur une terre qui m'appartient, dans certains États, j'ai la liberté de le chasser par la force, dans d'autres États, cette liberté m'est enlevée, il n'y a que le pouvoir souverain, les gendarmes, les policiers, etc., qui ont le droit de le déloger par la force. Il y a une seule limite à cette théorie de la liberté comme se trouvant dans le silence de la loi, c'est-à-dire dans l'absence d'opposition légale, l'absence d'interdiction légale, c'est la liberté de se défendre. Quand bien même un pouvoir politique aurait promu une loi suivant laquelle je n'ai pas le droit de me défendre quand on m'attaque physiquement, j'ai ce droit naturellement malgré tout, je ne peux pas l'avoir abandonné lors du contrat social. Puisque justement, c'est pour me protéger, pour me conserver, que j'abandonne tous mes autres droits, tout ce que Hobbes appelle mon droit naturel. Donc ça, c'est un point quand même assez important. Certes, la liberté du citoyen dépend directement des lois de son État. Sa liberté se trouve dans l'absence d'obstacles juridiques, dans le fait qu'il n'y ait pas une loi qui l'interdise de faire ceci ou cela. Mais en l'occurrence, pour la défense, on a une exception. Même s'il existe une loi qui m'interdit de me défendre, elle est en quelque sorte nulle et non avenue. Elle ne constitue pas un vrai obstacle, un obstacle que je devrais me sentir tenu de respecter. Et l'existence de cette exception est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de voir à quel point on a progressé depuis la première définition de la liberté. Au début, c'était l'absence d'obstacles extérieurs au mouvement.
Ensuite, c'est devenu l'absence d'obstacle juridique ou d'interdiction juridique. Et là, on a un cas dans lequel, même s'il y a une interdiction juridique, je conserve quand même ma liberté parce que cette loi touche à un aspect non négociable de ma vie. Et il y a encore une autre remarque que fait Hobbes dans les rapports entre interdiction légale et liberté, c'est que les lois ne peuvent pas atteindre la croyance intime ou la pensée des humains, des sujets. Il est impossible d'interdire certaines croyances, puisque de toute façon, les convictions, les cœurs ne sont pas accessibles de l'extérieur. Autrement dit, seuls les actes, les comportements sont soumis à la loi. Et il y a donc en fait quelque chose comme une liberté de pensée chez Hobbes, qui n'a plus rien à voir avec une liberté de mouvement. Au début du chapitre, on a l'impression que toute liberté est une liberté physique, de faire certaines actions dans l'espace. Mais finalement, il reconnaît qu'on a une liberté qui concerne l'intériorité. Le souverain règne sur les corps, mais non pas sur la pensée. Voilà donc pour Hobbes, pour le Léviathan de Hobbes. La perspective de Locke et la perspective de Hobbes se laissent facilement opposer puisque, selon Hobbes, l'État doit avant tout restreindre la liberté afin que l'on gagne en sécurité. Selon Locke, l'État doit essentiellement préserver la liberté, assurer la liberté, sauvegarder la liberté. Et bien sûr, si la thèse est différente, c'est parce que la conception sous-jacente de la liberté est différente aussi. Dans le traité de Locke, cette liberté ne va pas être définie exactement de la même manière, elle va être distinguée de la licence ou encore de ce qu'il appelle le libertinage. La liberté comme licence, c'est la situation dans laquelle je peux faire tout ce que je veux, y compris ce qui est immoral, ce qui est contraire aux lois naturelles. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une loi naturelle, c'est que vous n'avez pas écouté les podcasts précédents, donc je vous y renvoie, mais globalement, ce sont les grands principes du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du légitime et de l'illégitime. La conception de la liberté suivant laquelle être libre, c'est faire ce que l'on veut sans entrave, cette conception qu'on a vue chez Hobbes, et que Locke appelle la liberté comme licence, elle ne l'intéresse pas beaucoup. Ce n'est pas la véritable liberté, et ce n'est pas cette forme-là de liberté que l'on va devoir préserver dans l'État. Ce qu'il va falloir préserver, c'est la liberté au sens de la situation dans laquelle je peux faire tout ce que je veux tant que cela n'est pas contraire aux lois de nature. Vous voyez donc la différence énorme qu'il y a entre l'approche de Locke et l'approche de Hobbes. Hobbes a une conception que je dirais formelle de la liberté, c'est simplement l'absence d'obstacle, quelle que soit ma volonté, que ma volonté soit morale ou immorale, alors que selon Locke, la possibilité de réaliser des désirs immoraux ne compte pas. Si quelqu'un me l'élimine en m'empêchant de satisfaire mes désirs immoraux, il ne limite pas véritablement ma liberté. Donc on a d'un côté une conception que je dirais non moralisée de la liberté, celle de Hobbes, d'un autre côté une conception moralisée de la liberté, celle de Locke. Cela est lié à une différence entre Hobbes et Locke que j'ai déjà un peu expliqué dans le deuxième podcast de la série. Les lois de nature, d'après Hobbes, ce sont simplement des règles que notre raison trouve pour mieux satisfaire nos intérêts. Nous comprenons qu'il est davantage dans notre intérêt de chercher la paix, mais ces lois de nature ne sont pas un objectif en soi. Alors que, d'après Locke, au contraire, les lois de nature sont des règles qui ont une valeur en soi, qu'il faut respecter pour elles-mêmes. Je cite le paragraphe 22 du chapitre 4 du second traité du gouvernement civil. La liberté naturelle de l'homme consiste à ne reconnaître aucun pouvoir souverain sur la terre et de n'être point assujetti à la volonté ou à l'autorité législative de qui que ce soit, mais de suivre seulement les lois de la nature. Donc vous voyez que la liberté est immédiatement associée avec le fait de suivre des lois, ce qui n'est pas du tout intuitif, puisque implicitement, on en revient souvent intuitivement à une liberté plutôt définie comme absence d'entrave ou absence d'opposition ou absence d'interdiction, comme chez Hobbes. Cette idée d'absence d'entrave est aussi présente dans la définition de la liberté naturelle de Locke que l'on vient de voir, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait une volonté arbitraire à laquelle je suis soumis. Donc la liberté, c'est l'absence de l'obstacle que constituerait une volonté autre que la mienne qui me forcerait à faire des choses. Par contre, l'obéissance à des règles du bien et du mal, elle ne compte pas comme une entrave à la liberté. Qu'en est-il alors de la liberté une fois que l'on n'est plus dans l'état de nature, que l'on a passé le pacte qui a institué un État, ce qu'à l'époque de Locke on appelle également la société civile?
Je cite, « La liberté dans la société civile consiste à n'être soumis à aucun pouvoir législatif sinon celui qui a été établi par le consentement de la communauté. » Autrement dit, la liberté, c'est toujours le fait de pouvoir faire ce que je veux, dans les bornes de certaines lois. De quelles lois? Ici, on ne parle plus seulement des lois naturelles, c'est-à-dire des règles rationnelles du bien et du mal, mais aussi et surtout des lois positives, c'est-à-dire celles qui ont été décidées dans le cadre de l'État. Mais pour que ces lois ne soient pas des entraves à ma liberté, il faut qu'elles émanent d'une institution qui est légitime pour produire ces lois. Autrement dit, qu'est-ce qui est essentiel dans la liberté politique ou dans la liberté civile par opposition à la liberté naturelle? C'est que l'on ne soit pas soumis à un tyran. Je cite, « La liberté des hommes qui sont soumis à un gouvernement, c'est qu'ils ne soient point dépendants de la fantaisie, de la volonté inconstante, incertaine, inconnue, arbitraire d'aucun autre homme. » Donc l'idée essentielle, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les lois et la liberté. Les lois ne restreignent pas la liberté, en tout cas pas par définition. Il y a des lois qui sont entièrement compatibles avec la liberté, qui ne sont pas du tout une diminution de liberté, et d'autres lois ou d'autres décisions qui sont en revanche une diminution de la liberté. Pour le dire vite, la liberté, c'est l'absence de lois arbitraires. Vous voyez, je pense, la différence avec Hobbes. Selon Hobbes, dès qu'il y a une loi, ma liberté est limitée, que cette loi soit juste ou injuste. Alors que selon Locke, seules les lois injustes limitent ma liberté, puisque de toute façon, elle est définie initialement comme ne pouvant s'inscrire que dans le cadre de la justice, que dans le cadre de ce qu'il appelle les lois de nature. Donc une bonne loi, une loi conforme aux lois de nature, une loi juste, ne limite absolument pas ma liberté. Seules les lois injustes, arbitraires, ou les décisions injustes, arbitraires, limitent ma liberté. Locke y revient dans un autre texte plus loin, au chapitre 6, cette fois, du second traité sur le gouvernement civil, paragraphe 57. C'est un très célèbre paragraphe. Je cite, « La loi ne consiste pas tant à limiter un agent libre et intelligent qu'à le guider vers ses propres intérêts. » On parle évidemment ici d'une loi juste. Et ici, Locke admet qu'une loi juste est toujours en même temps favorable à mes intérêts, ce qui n'est pas absolument évident. Mais ici, on pourra accepter ce point en considérant que si dans mon État ou dans ma société, il existe des lois injustes, alors la coopération sociale fonctionnera moins bien, le niveau de confiance sera moins élevé, ce dont je vais pâtir, et donc dans ce sens, les lois injustes sont en même temps des lois contre mon intérêt, et les lois justes sont en même temps des lois en faveur de mes intérêts. Je reprends la citation de Locke. Locke ajoute à propos de la loi, sous-entendu de la loi juste, tout ce qu'elle prescrit, elle le prescrit au nom du bien général, c'est-à-dire du bien de celles et ceux qui y sont soumis. S'ils pouvaient être plus heureux sans elle, la loi s'évanouirait comme une chose inutile, en tout cas dans un état juste, dans un état légitime. Ce qui ne fait que nous empêcher de tomber dans les marais et les précipices mérite mal le nom de contrainte. Ça, c'est vraiment une phrase très importante. Vous imaginez une barrière qui m'empêche de tomber dans un précipice et vous vous demandez est-ce que cette barrière limite ma liberté? En fait, il est assez aberrant intuitivement de dire que cette barrière limite ma liberté. Elle m'empêche de tomber, or justement ce que je veux c'est ne pas tomber. Donc elle est plutôt en accord avec ce que je veux. Je préfère qu'il y ait une barrière plutôt qu'il n'y en ait pas. Et à la limite, on peut dire que je suis davantage libre s'il y a une barrière puisque je risque moins de tomber, donc il risque moins de m'arriver quelque chose que je ne souhaite pas. C'est pourquoi non seulement on peut dire que la barrière n'est pas une limitation de ma liberté, mais elle apparaît bien plutôt comme une augmentation de ma liberté. En tout cas, évidemment, si on a bien affaire à un précipice dangereux et pas à un endroit agréable où j'aurais aimé aller, mais où je ne peux pas aller à cause d'une barrière. Eh bien, tout ce que je viens de dire à propos d'une barrière, à savoir le fait que non seulement ce n'est pas une limitation de la liberté, mais même que c'est une augmentation de la liberté, si jamais elle m'empêche de tomber dans un précipice, eh bien, on peut dire exactement la même chose à propos des lois justes. Je continue le texte, de sorte que, quelles que soient les erreurs commises à son propos, la finalité de la loi n'est pas d'abolir ou de restreindre la liberté, mais de préserver et d'élargir la liberté. Ensuite, Locke va encore franchir un pas supplémentaire en disant « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté ».
En effet, la liberté consiste à être délivré de la contrainte et de la violence exercée par autrui, ce qui ne peut être le cas lorsqu'il n'y a point de loi. Qui peut être libre quand n'importe quel homme peut nous imposer ses humeurs? Donc ici, il prend en compte un nouvel aspect, un nouvel élément, à savoir les nuisances d'autrui, qui pour l'instant n'intervenaient pas. Ces nuisances d'autrui sont considérées comme nécessaires ou inéluctables quand il n'y a pas de loi, de sorte que la loi apparaît maintenant beaucoup plus clairement comme une protection contre une entrave à la liberté. Ça, c'est un point que Hobbes, notamment, n'a jamais vraiment voulu voir. Il parle seulement des lois en tant que restriction de la liberté pour un gain de sécurité. Locke a au moins deux désaccords fondamentaux. D'une part, il n'y a pas restriction puisque ces mêmes lois, j'étais déjà en fait censé me les imposer à moi-même en tant que loi de nature. Et d'autre part, il y a gain de liberté puisque je suis protégé contre les infractions des autres. La sécurité, c'est une forme de liberté. Voilà pour ce podcast sur le rapport entre la liberté et les lois. C'est à tort que les lois apparaissent comme une restriction de la liberté. Cela ne peut provenir que d'une conception erronée de l'être humain, qui est conçu plutôt comme un animal qui cherche à satisfaire ses besoins, et non pas comme un être rationnel qui cherche le juste et l'injuste. Et on doit ajouter à cela que les lois augmentent la liberté, si on le dit positivement, parce qu'elles favorisent la coopération dans la société, si on le dit négativement, parce qu'elles empêchent les entraves arbitraires à ma liberté ou les interférences arbitraires à ma liberté. Dans le prochain volet de la série, nous allons nous attaquer à un aspect de la pensée de Locke que je n'ai encore pas du tout mentionné, sa théorie de la légitimité de la propriété privée par le travail.